Chapitre 3. Depuis la dernière fois que le sorceleur l'avait empruntée, la vieille route avait quelque peu changé. Elle avait été construite par les elfes et les nains il y a des centaines d'années. Revêtue de blocs de basalte plat, autrefois parfaitement uniforme, la route était à présent une ruine aux trous béants. Par endroits, ces trous étaient tellement creusés qu'on aurait dit de petits cratères. Le chariot avait toutes les peines du monde à naviguer entre ces crevasses. Il allait, cahotant sans cesse, ralentissant la cadence de la troupe. Zoltan Chivay savait pourquoi la route était saccagée. Après la dernière guerre contre Nilfgaard, expliqua-t-il, les besoins en matériel de construction avaient considérablement augmenté. Les gens s'étaient alors souvenus que la vieille route était une source inépuisable de pierres travaillées. Située à l'écart de tout, laissée à l'abandon, arrivant d'on ne savait où et ne menant nulle part, l'artère avait, depuis belle lurette, perdu son intérêt pour les transports et ne servait plus à grand monde. On l'avait donc saccagée sans état d'âme. C'est quoi la prédiction que t'as lancée? Merde, j'arrive pas à lire. Tiamat the stream 3 fois par semaine. Et n'hésitez pas à voter sur avec vos points de chaîne sur quelle direction va prendre la chaîne dans les semaines à venir. En vrai, petit aparté pour ceux qui suivent aussi les streams autres que lecture, faut que je fasse des tests de connexion et une fois que c'est fait, on va pouvoir reprendre plus de streams. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de les faire. Mais du coup, peut-être, si je suis pas un gros sac, effectivement, peut-être qu'on pourra, qu'on pourra relancer 3 streams par semaine. Vos grandes villes, se plaignait le nain, rejoint par son perroquet qui lançait des jurons de savoir érailler, vous les avez construites comme un seul homme sur les fondements posés par les elfes et les nains. Pour bâtir vos châtels, ou vos villes plus modestes, vous avez posé vos propres fondements, mais ce sont toujours nos pierres que vous utilisez. Et, qui plus est, vous répétez à l'envi que si les choses progressent et vont de l'avant, c'est grâce à vous. Gérald ne fit pas de commentaire. Pourtant, même pour détruire, vous ne savez pas utiliser votre cerveau, pesta Zoltan, qui dirigeait de nouveau une opération destinée à débloquer une roue coincée pour la énième fois dans un trou. Pourquoi n'arrachez-vous pas les pierres petit à petit, à partir du bord de la route? On dirait des enfants. Au lieu de manger votre beignet de manière réfléchie, vous fourrez vos doigts au beau milieu pour vous enfiler la marmelade, et après, vous jetez le reste parce que le beignet n'a plus autant de goût. C'est pas la meilleure comparaison. On aurait pu faire mieux, mais on l'apprend quand même. Et Gérald expliqua que la faute en revenait à la géopolitique. La limite occidentale de la vieille route se trouvait à Bruges, et la limite orientale en Témérie. Son centre, en revanche, était à Soden. Chaque royaume procédait donc selon ses propres frontières. Pour toute réponse, Zoltan exprima en des termes particulièrement fleuris tout le mal qu'il pensait des rois et de leur politique, soutenu par Feld Maréchal, qui ajouta sa part de juron. En vrai, c'est un peu hypocrite parce qu'ils font exactement pareil. Les nains et les elfes, ils ont la même notion de géopolitique. Du coup, c'est un peu abusé de leur part de dire, de s'en prendre aux humains là-dessus. Plus on avançait, pis c'était. La métaphore du beignet qu'avait utilisé Zoltan se révélait de moins en moins pertinente. La route faisait plutôt penser à une pâte levée de laquelle on aurait laborieusement extrait tous les fruits secs. Le moment où le chariot allait se fracasser ou s'enfoncer inexorablement semblait se rapprocher inéluctablement. Finalement, ils se retrouvèrent sur une voie qui se dirigeait vers le sud-est, défoncée par les lourds chariots ayant transporté les butins de pillage. Zoltan reprit du poil de la bête, affirmant que la voie menait, à coup sûr, à l'un des forts situés sur l'Ina, le long de laquelle il espérait rencontrer enfin l'armée témérienne. Zoltan croyait dur comme fer que, tout comme au cours de la précédente guerre, la contre-attaque dévastatrice des royaumes nordiques arriverait de Soden, par-delà l'Ina, après quoi les rescapés du royaume de Nilfgaard, anéantis, iraient honteusement se réfugier derrière la Yaruga.
Effectivement, en modifiant la direction de leur marche, ils se rapprochèrent de nouveau du cœur de la guerre. Pendant la nuit, une immense lueur éclaira soudain le ciel devant eux, et, au cours de la journée, ils distinguèrent des colonnes de fumée marquant l'horizon au sud comme à l'est. Toutefois, ils n'avaient toujours aucune certitude concernant les auteurs des frappes et des incendies ou l'identité de leurs victimes. Aussi avançaient-ils prudemment, en voyant Percival Schuttenbach faire de lointaines reconnaissances. Un beau matin, une surprise de taille les attendait. Un cheval sans cavalier, un étalon alezan avait rattrapé leur petit groupe. Son caparaçon vert aux couleurs de Nilfgaard était zébré de sombres filets de sang. Impossible de savoir si ce sang appartenait au cavalier tué près du char de Hafkar ou s'il avait été versé plus tard quand le cheval s'était trouvé un nouveau propriétaire. « Eh bien, fini les soucis !» s'écria Milva en regardant Gérald, si tant est que notre homme est réellement un ennemi. « Le vrai souci est que nous ne savons pas qui a mis le cavalier à terre, marmonna Zoltan, ni si ce quelqu'un est sur notre piste, occupé à suivre nos traces et celle de notre étrange arrière-garde. » C'était un Nilfgaardien. Gérald serra les dents. Il parlait presque sans accent, mais les fugitifs ont pu reconnaître. Milva tourna la tête. « Il aurait fallu l'achever, alors, sorceleur, dit-elle tout bas. Il aurait connu une mort plus douce. » « Il n'est sorti du cercueil que pour aller pourrir dans un fossé, gronda Jasquet en hochant la tête et en regardant Gérald d'un air éloquent. Ainsi s'acheva l'épithète de Caïr, fils de Kéléa, Nilfgaardien affirmant ne pas l'être, libéré de son cercueil. On n'en parla plus, puisque Gérald, en dépit de ses fréquentes menaces, ne semblait guère enclin à se séparer de son ablette récalcitrante. L'alezan fut monté par Zoltan Chivet. Les pieds du nain n'atteignaient pas les étriers, mais le petit étalon était docile et se laissait guider. La nuit, les lueurs éclairaient toujours l'horizon. Durant la journée, des bandes de fumée s'élevaient vers le ciel, salissant l'azur. Ils tombèrent bientôt sur des habitations incendiées, le feu rampant encore le long des poutres et des fêtes calcinées. Juste à côté des décombres étaient assis 8 hommes déguenillés et 5 chiens, occupés à se partager les restes d'une carcasse de cheval en partie carbonisée. À la vue des nains, les festoyeurs affolés prirent leurs jambes à leur cou. Seuls un homme et un chien ne quittèrent pas leur place. Aucune menace ne semblait pouvoir les arracher à leur charogne raidie dont ils dépiotaient les côtes. Zoltan et Percival tentèrent de questionner l'individu, mais ils n'en obtenirent rien. L'homme se contentait de geindre, de trembler, rentrant la tête dans les épaules, s'étranglant avec des morceaux d'eau broyés. Le chien grognait et découvrait ses dents. Le cadavre du cheval dégageait une puanteur nauséabonde. Ils se risquèrent à poursuivre sur le même chemin qui les mena rapidement à des nouveaux décombres. C'était un grand village qui était parti en fumée, et sans doute y avait-il eu une escarmouche non loin de là, car, juste derrière les ruines fumantes, ils virent un tertre manifestement récent. Et, à une certaine distance derrière le tertre, à la croisée des routes, trônait un immense chêne qui ployait sous le poids des glands, et celui des hommes. Il faut aller voir ça, décida Zoltan Chivet, mettant un terme à la discussion sur les risques et menaces que présentait une telle entreprise. Allons voir de plus près. Pourquoi diable, s'emporta Jasquier, veux-tu aller observer ces pendus, Zoltan, puis, pour les dépouiller? D'ici déjà, je vois qu'ils n'ont même pas chaussures aux pieds. Idiot! Il n'est pas question de chaussures, mais de la situation militaire. Des derniers événements qui se sont produits sur la scène des affrontements guerriers. Pourquoi, ricanes-tu? Toi, en tant que poète, tu ne sais pas ce qu'est une stratégie. Je vais te surprendre, mais si, je le sais. Et moi, je suis persuadé que tu ne reconnaîtrais pas une stratégie, même si elle surgissait des buissons et te donnait un coup de pied au cul. À vrai dire, celle-là, je ne la reconnaîtrais pas. Les stratégies qui surgissent des buissons
Je les laisse aux nains, de même que celles qui pendent des chaînes. Zoltan fit un geste de la main et se dirigea vers l'arbre. Jasquier, qui n'avait jamais pu maîtriser sa curiosité, pressa Pégase et lui emboîta le pas. Après quelques secondes de réflexion, Gérald les imita. Il vit que Milva faisait de même. À leur approche, les corneilles qui cherchaient leur pâture sur les cadavres s'envolèrent sans hâte, en graillant et en faisant bruisser leurs ailes. Certaines s'éloignèrent en direction de la forêt, d'autres s'installèrent simplement sur les branchages plus élevés du puissant chêne, en regardant avec intérêt Feld maréchal Duda qui, planté sur l'épaule de Zoltan, les injuriait copieusement en les traitant de tous les noms. Le premier des 7 pendus avait sur la poitrine une pancarte qui portait l'inscription « Traître à la patrie ». Le deuxième avait été pendu en tant que collabo, le troisième en tant que bouchard elfique, le quatrième en tant que déserteur. Le cinquième était une femme à la chance déchirée et couverte de sang, désignée comme putain nilgardienne. 2 des pendus, n'arborant pas de pancarte, il convenait d'en conclure qu'ils avaient été choisis au hasard. C'est bon signe, se réjouit Zoltan Jiffet en désignant les inscriptions. Vous voyez, nos armées sont passées par ici, nos hommes ont contre-attaqué, ils ont repoussé l'agresseur, et, d'après ce que je constate, ils ont même eu le temps de se reposer et de prendre du bon temps. C'est sûr que c'est vraiment très positif ce qui se passe actuellement. De voir des pendus, on se dit tous yes, c'est bon, c'est gagné. Surtout que son truc est pas forcément vrai parce que ça peut être aussi les habitants qui ont pendu des gens qui pensent être du côté de Nilfgaard, mais c'est pas forcément signe que c'est l'armée qui a repris possession. Du coup, sa stratégie est mauvaise pour quelqu'un qui se la pète un peu. Et pour nous, qu'est-ce que ça signifie ? Que le front s'est déplacé et que nous sommes séparés des Nilfgaardiens par l'armée témérienne. Nous sommes en sécurité. Et les fumées devant nous ? Ce sont les nôtres, affirma le nain d'une voix assurée. Ils brûlent les villages qui ont accordé le gîte ou le couvert aux écureuils. Le front est enfin derrière nous, je vous dis. De cette croisée par la voie du sud qui nous mène en Amérie, à l'assemblée située à la fourche de la Cholta et de l'Ina. La route semble correcte, nous pouvons l'emprunter. Nous n'avons plus rien à craindre des Nilfgaardiens. Il n'y a pas de fumée sans feu, intervint Milva, et là où il y a du feu, on peut se brûler. Voilà moi ce que j'en pense. C'est idiot de se diriger vers les flammes. C'est idiot d'emprunter un chemin sur lequel la cavalerie peut nous encercler en un clin d'œil. Nous ferions mieux de nous enfoncer dans les bois. Les Témériens ou l'armée de Soden sont passés par ici, s'entêta le nain. Le front est derrière nous. Nous pouvons sans crainte passer par cette route. Si nous rencontrons des soldats, ce seront les nôtres. Ce choix me paraît hasardeux, reprit l'archer en secouant la tête. Si tu es un si grand stratège, Zoltan, tu sais bien que Nilfgaard a coutume d'envoyer ses troupes de cavalerie loin en avant. Des Témériens sont passés par ici. Soit, mais ce qui se trouve devant nous, nous n'en savons rien. Vers le sud, le ciel est noir de fumée. Ça doit sans aucun doute être ta fameuse assemblée en armérie qui flambe. Ce qui veut dire que le front n'est pas derrière nous, mais que nous sommes sur le front même. On peut tomber sur l'armée, sur des maraudeurs, des mercenaires, des écureuils. Alors, vers la Cholta, allons vers la Cholta, mais en passant par les lions. C'est juste, l'appui à Jasquier. Moi non plus, je n'aime pas ces fumées, là-bas. Même si la Témérie est passée à l'offensive, nous pouvons encore tomber sur des escadrons nilfgaardiens qui auraient pris de l'avance. Les Noirs poussent leurs raids loin en avant. Ils se joignent aux Scoatels par l'arrière, mettant le bazar et rebroussent chemin. Je me souviens de ce qui s'est passé dans le Haut-Soden du temps de la précédente guerre. Je suis aussi d'avis de passer par les bois. Dans les bois, rien ne nous menace. Je n'en suis pas si sûr. Gérald désigna le dernier pendu. Bien que se balançant fort haut, ses pieds avaient été labourés par des cerfs, et, n'étant plus que des moignons ensanglantés, aux os saillants. C'est très dégueulasse cette vision. C'est l'œuvre d'une goule. Des strigs, Zoltan Jiffet s'écarta, cracha. Des nécrophages, comme tu dis. La nuit dans les bois, nous devons être sur nos gardes. Nom d'une pipe, siffla Feld maréchal Duda. Tu me l'enlèves de la bouche, l'oiseau, gronda Zoltan Jiffet en fronçant les sourcils. Eh bien, nous sommes dans la nuise.
Alors, que faisons-nous? Direction les bois avec les strigs, ou bien la route avec l'armée et les maraudeurs? Les bois, répondit Milva d'un ton convaincu, les plus denses qui soient. Je préfère les ghouls aux humains. Ça se discute quand même. Hein. Certes, vous avez le sorceleur avec vous, mais c'est quand même violent une goule. À tout moment, ça vient et ça, ça te bouffe. C'est un peu présomptueux quand même de sous-estimer à ce point ce danger. Mais bon, ce sera leur souci si jamais ils meurent tout simplement. Ils allaient par les bois. On verra s'ils ont eu raison du coup. D'abord, avec prudence, restant bien groupés, sur le qui-vive, attentifs au moindre bruissement dans les broussailles. Bientôt, cependant, ils retrouvèrent leur assurance, leur humour et la cadence habituelle. Aucune goule à l'horizon, ni la moindre trace attestant leur présence. Zoltan plaisantait, racontait que les strigs et autres démons devaient savoir que les armées approchaient. Si les monstres avaient eu l'occasion de voir les maraudeurs et les volontaires de Verden en action, alors, saisis de frayeur, ils avaient dû partir se cacher dans les repères les plus profonds et les plus sauvages qui soient, où ils étaient maintenant terrés, tremblant de peur et claquant des dents. Et ils veillent sur les fantômes, ceux de leurs femmes et de leurs filles, grommelait Milva. Les monstres savent que même pas un mouton n'échappe aux pattes d'un guerrier en marche. Accrochez donc une chaise à une saule, et vous les verrez accourir, les héros, tous plus excités les uns que les autres. Jasquier, qui, depuis un certain temps, avait retrouvé sa verve et son humour, accorda son luth et commença à composer un couplet sur les saules et les guerriers fougueux, le perroquet et le nain rivalisant d'inventivité dans leurs suggestions de rimes. C'est pas précisé, mais on sait tous que c'est des rimes d'une classe incroyable, bien sûr. Voilà l'eau, répéta Zoltan. L'eau, la lettre O, je précise. Quoi? Où? Demanda Jasquier en se mettant debout sur ses étriers et en regardant vers le ravin dans la direction indiquée par le nain. Je ne vois rien. Voilà, l'eau. Arrête de cacter comme un perroquet. Quoi? Voilà l'eau. La rivière, expliqua tranquillement Zoltan. L'affluent droit de la Cholta. Il s'appelle Eau. Ah! Mais non, dit Percival Schuttenbach. La rivière A se jette dans la Cholta en amont de celle-ci. D'ici, ça fait un bout de chemin. Ça, c'est pas là, c'est l'eau. On dirait une mauvaise blague qui commence. Le ravin au fond duquel coulait la petite... Excusez-moi pour vos oreilles. Le ravin au fond duquel coulait la petite rivière au nom si simple était envahi de ronces qui dépassaient les nains d'une tête. Elle dégageait une forte odeur de menthe et de bois putréfié et résonnait du coassement incessant des grenouilles. Les talus étaient abrupts, ce qui se révéla fatal. Le chariot de Vera Lovenhop, qui, depuis le début du voyage, supportait vaillamment les aléas du sort et surmontait toutes les embûches, perdit son combat contre la rivière Eau. S'échappant des mains des nains qui l'accompagnaient dans la descente, il dévala la pente en bondissant jusqu'au fond du ravin, où il se disloqua en une magistrale explosion. « Crrrr, nom d'une pipe !» siffla Maréchal Duda en réponse aux exclamations que Zoltan et ses compagnons avaient poussées en chœur. Ils doivent avoir un léger seum, je pense, bien sûr. À dire vrai, estima Jasquier, en considérant les débris du véhicule et les bagages éparpillés, c'est peut-être mieux ainsi. Votre maudit chariot ne faisait que ralentir la marche, on avait constamment des soucis à cause de lui. Sois réaliste, Zoltan. On a déjà eu de la chance que personne ne nous ait surpris ou pourchassés. Si nous avions dû nous sauver rapidement, il aurait fallu laisser tomber le chariot en même temps que tout votre barda qui, dans la situation présente, est récupérable. Le nain se vexa et ronchonna, méchamment dans sa barbe, mais, contre toute attente, Percival Schuttenbach soutint le troubadour. Ce soutien, comme le remarqua le sorceleur, s'accompagnait de clins d'œil significatifs. Ils étaient censés être discrets, mais la mimique éloquente du fin visage du gnome ne pouvait pas passer inaperçue. « Le poète a raison, » répéta Perceval en grimaçant et en clignant des yeux. « Nous sommes à un jet de chapeau mouillé, de la Cholta et de Lina. Devant nous, Fencarn, bref, que des points perdus.
Ça aurait été compliqué par là, avec le chariot. Si nous avions ensuite rencontré les armées témériennes au-delà de Lina, avec notre cargaison, on aurait pu avoir des soucis. Zoltan réfléchit en reniflant. C'est bon, dit-il, en observant les débris du chariot, emportés par le courant paressé de la rivière Haut. On va se séparer. Munro, Figis, Yazon et Caleb, vous restez ici. Les autres poursuivent leur route. On va être obligé de charger les chevaux avec les besaces de provisions et le petit matériel. Munro, vous savez ce que vous avez à faire? Vous avez des pelles? Oui. Ne laissez pas de traces visibles. Et repérez bien l'endroit. Mémorisez-le. Tobile pas. Vous nous rattraperez sans peine. Zoltan jeta son sac à dos et son shield sur son épaule, ajustant sa hachette sur sa ceinture. Nous suivrons le courant de l'eau. Ensuite, nous continuerons le long de la Cholta jusqu'à Lina. Adieu. C'est curieux, murmura Milva à Géralt, lorsque la troupe réduite se mit en route en faisant un signe de la main aux 4 nains restés en arrière. Je me demande bien ce qu'ils transportaient de si précieux dans leurs serviettes pour qu'ils soient obligés de les enterrer et de repérer l'endroit, et sans qu'aucun d'entre nous les voie, qui plus est. Ce n'est pas notre affaire. Ça c'est bien vrai, ça, surtout quand c'est des nains, c'est pas bon signe de se mettre dans leurs affaires. Je ne crois pas, dit Jasquier à mi-voix, en dirigeant prudemment Pégase contre les trous couchés à terre, que ces mallettes contiennent des caleçons de rechange. Ils avaient placé un grand espoir dans ce chargement. J'ai parlé assez souvent avec eux pour éventer la mèche et comprendre ce qui pouvait être caché dans ces caisses. Et que peuvent-elles renfermer à ton avis? Leur avenir. Le poète regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne les entendait. Percival est tailleur de pierre de son métier. Il veut créer son propre atelier. Figis et Yazon sont forgerons. Ils ont parlé de la forge. Caleb Straton veut se marier et les parents de sa fiancée l'ont chassé une fois déjà parce qu'il était trop miséreux. Quant à Zoltan... Arrête, Jasquier. Tu cancanes comme une bonne femme. Pardon, Milva. De rien. Au-delà de la rivière, derrière la vieille futaie sombre et humide, la forêt se raréfiait. Ils débouchèrent sur une trouée de petits bouleaux et de prés secs. Malgré tout, ils progressaient lentement, suivant l'exemple de Milva, qui, aussitôt après leur départ, avait installé la petite fille aux taches de rousseur et aux traits sur son arçon. Jasquier fit grimper un autre enfant sur Pégase, et Zoltan en installa 2 autres sur son étalon alezan, lui-même marchant à côté en tenant les rênes. La cadence, néanmoins, ne décollait pas. Les femmes de Carne n'en étaient pas en allure d'accélérer. Après avoir louvoyé pendant près d'1 heure entre les défilés et les ravins, le soir tombait presque lorsque Zoltan Chivet s'arrêta. Il échangea quelques mots avec Perceval Schuttenbach, après quoi il se tourna vers le reste de la compagnie. « Ne hurlez pas et ne vous moquez pas de moi, déclara-t-il, mais je crois que je me suis perdu. Sacré nom, je ne sais pas où nous sommes ni par où nous devons aller. » « Ne raconte pas de bêtises, s'énerva Jasquier. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne sais pas ? » « Nous nous dirigeons en suivant le cours de la rivière. » « Voyons. » « Et là-bas dans le ravin, c'est bien votre rivière Haut, j'ai raison ? » ?»« En effet, mais va donc dans telle direction, elle. » »« Par la peste, c'est impossible. » »« C'est possible, objecta sombrement Milva, en retirant patiemment les feuilles mortes et les épines des cheveux de sa petite fille aux taches de rousseur qu'elle transportait sur son cheval. Nous nous sommes perdus dans les défilés. La rivière suit une trajectoire en forme de fer à cheval. Nous sommes dans l'arc. Mais c'est toujours la rivière Haut, s'entêta Jasquier. Si nous suivons la rivière, nous ne pouvons pas nous perdre. Il arrive que les rivières fassent des détours, je l'admets, mais en fin de compte, elles finissent toutes par se jeter dans un fleuve. C'est dans l'ordre des choses. Ne fais pas le malin, chanteur, grommela Zoltan en plissant le nez. Ferme ton clapet. Tu ne vois pas que je suis en train de réfléchir ? Non. Rien n'indique que tu réfléchisses, je le répète. Tenons-nous-en au cours de la rivière, et alors ? La ferme, grommela Milva. Tu n'es qu'un citadin. Tu vis dans un monde cerné de murailles. Peut-être qu'à l'intérieur tes sages paroles valent quelque chose. Mais pas ici. Regarde autour de toi. La vallée est traversée de ravins aux bords escarpés et broussailleux. Comment veux-tu avancer le long de la rivière ? En descendant le talus, couvert de broussailles et de marécages, puis en remontant et en redescendant de nouveau ? Et à ton avis, on va tirer les chevaux par la bride ou quoi ? Au bout de 2 ravins, tu seras tellement à bout de souffle que tu t'aplatiras comme une crêpe en plein milieu du talus. Des femmes et des enfants voyagent avec nous, Jasquier, et le soleil va vite se coucher.
J'ai remarqué, c'est bon, je m'étais. Je suis prêt à écouter les propositions des habitués des bois et des pisteurs. Zoltan Chivet tapa son grossier perroquet sur le bec, enroula une mèche de sa barbe autour de son doigt et la tirailla rageusement. Percival. La direction, grosso modo, on la connaît. Le gnome regarda le soleil suspendu juste au-dessus des couronnes des arbres. Donc, la première solution est la suivante. Nous laissons tomber la rivière, nous faisons demi-tour, et nous sortons des ravins pour rejoindre les terrains secs en passant par Fenkern jusqu'à la Cholta. Et l'autre solution? L'eau est peu profonde, même si, après les dernières pluies, elle charrie plus que d'habitude, on peut la traverser en coupant les méandres et en pataugeant dans les ruisseaux chaque fois que le chemin sera condamné. Si on suit les directions du soleil, on tombera directement sur le croisement de la Cholta et de l'Ina. Non, intervint soudain le sorceleur. Je propose de renoncer tout de suite à la seconde option. N'y pensez même pas. Sur l'autre rive, on finira tôt ou tard par tomber sur l'un des bois sacrés, d'Aklekangue. Ce sont des endroits dangereux. Je vous conseille fermement de vous en tenir éloigné. Ainsi donc, tu connais cette région. Tu es déjà venu par ici par le passé? Tu sais comment en sortir? Le sorceleur resta un moment silencieux. J'y suis venu une fois, dit-il en se frottant le front, il y a 3 ans, mais je suis arrivé du côté opposé, par l'est. Je me dirigeais vers Bruges et je voulais prendre un raccourci. Quant à savoir comment je m'en suis tiré, je ne m'en souviens plus. Je sais seulement qu'on m'a ramené à moitié mort sur un chariot. Le nain le regarda un instant, mais ne posa pas d'autres questions. Ils rebroussèrent chemin, en silence. Les femmes de Cairn avançaient péniblement. Elles trébuchaient, prenaient appui sur des bâtons, mais pas une seule plainte ne s'échappait de leurs lèvres. Milva chevauchait juste à côté du sorceleur, soutenant dans ses bras la petite fille aux tresses qui s'était endormie. Je devine, lança-t-elle soudain, qu'on t'avait pas mal amoché là-bas, dans les bois sacrés, il y a 3 ans. Un de ces monstres, je suppose. Tu as des occupations risquées, sorceleur. Je ne dis pas le contraire. Je sais, moi, comment ça s'est passé à l'époque, sans ta jasqué derrière eux. Tu étais blessé, un marchand t'a sorti de là, et ensuite, tu as retrouvé Ciri à Autre-Rive. C'est Yennefer qui m'a raconté tout ça. À l'évocation du prénom de la magicienne, Milva eut un léger sourire, ce qui n'échappa pas à Gérald. Il se promit de vertement sermonner Jasquier à la prochaine halte au sujet de sa langue bien trop pendue, mais connaissant le poète, il doutait qu'un sermon ait sur lui beaucoup d'effet, d'autant que Jasquier avait vraisemblablement déjà craché tout ce qu'il savait. Peut-être avons-nous eu tort de ne pas aller sur l'autre rive, dans les bois sacrés, reprit l'archère au bout d'un moment. S'il a naguère retrouvé la jeune fille, les elfes racontent que si par 2 fois on se rend là où un événement s'est produit, le temps alors peut se répéter. On appelle ça... Nom d'un chien, j'ai oublié. La corde du destin? La boucle, rectifia Gérald. La boucle du destin. Pfff, fit Jasquier en se renfrognant. Vous feriez mieux d'arrêter de parler de corde et de boucle. Un elfe m'a prédit un jour que je ferais mes adieux à cette vallée de larmes sur un échafaud. À vrai dire, je ne crois pas à ce type de prédiction bon marché, mais s'il y a quelques jours j'ai rêvé qu'on me pendait, même s'il y a quelques jours, je rêvais qu'on me pendait. Je me suis réveillé trempé de sueur, je ne pouvais plus avaler ma salive ni reprendre mon souffle. Alors, entendre disserter de gibet m'est donc quelque peu pénible. C'est au sorceleur que je m'adresse, pas à toi, rétorqua Milva. T'es pas ma copine, toi. Allô, quoi. Wingardium Leviosa. Leviosa. Merci, Juxte, pour le follow. Merci beaucoup à toi, pardon. Installe-toi, mets-toi bien. Et viens profiter de la petite lecture tranquille du dimanche soir en compagnie de Gérald et de Jasquier dans ce chapitre. Mais comment vas-tu, Juxte? Bienvenue sur la chaîne, c'est la première fois que je te vois, soit le bienvenu ou la bienvenue, dans tous les cas. Arrête de tendre l'oreille et tu n'entendras rien d'épouvantable. Alors, Gérald, que penses-tu de cette boucle du destin? Si nous retournions dans les bois sacrés, suppose que le temps se répète. C'est bien pour cette raison que nous avons fait demi-tour, répondit âprement le sorceleur. Je n'ai pas la moindre envie de voir se répéter un cauchemar.
Y a pas à dire, grinça Zoltan en hochant la tête et en regardant autour de lui. Tu nous as entraînés dans un endroit charmant, Percival. Fencarn, marmonna Logdon en grattant le bout de son long nez. Le champ des tertres. Je me suis toujours demandé d'où venait cette appellation. Tu le sais maintenant. La vallée qui s'étendait devant eux était déjà voilée par les vapeurs du crépuscule, d'où émergeaient à perte de vue des milliers de kourganes et de monolithes moussus. Parmi ces pierres, certaines n'étaient que de simples blocs sans modelé particulier. D'autres avaient été taillées avec soin et avaient la forme d'obélisques ou de menhirs. Presque au centre de cette forêt, d'autres encore, regroupés au dolmen, Tumultus et Cromlem, formaient un cercle qui ne devait rien au hasard de la nature. Absolument, répéta le nain. C'est un endroit charmant pour passer la nuit, un cimetière d'elfes. Si ma mémoire ne me joue pas de tour, sorceleur, tu as évoqué les ghouls récemment. Eh bien, sache que moi, je sens leur présence au milieu de ces kourganes. On doit trouver de tout ici. Des ghouls, des gravères, des strigs, des virtes, des revenants, des spectres, en veux-tu, en voilà. Ils sont tous installés là-bas. Et savez-vous ce qu'ils sont en train de se dire? Même pas la peine de chercher de quoi dîner. Le dîner est venu à nous de lui-même. Je propose de faire demi-tour, risqua Jasquier dans un murmure, tant qu'il fait à peu près clair. Je suis de cet avis. Les femmes ne feront pas un pas de plus, répliqua sèchement Milva. Les enfants tombent de sommeil, les chevaux sont fatigués. Tu nous as toi-même forcés à presser le pas, Zoltan. Continuons encore un demi-mille, répétais-tu. Encore un effort, disais-tu. Et maintenant, tu voudrais nous obliger à faire marche arrière sur plusieurs milles? Rien à faire, cimetière ou pas cimetière, on passera la nuit ici. Si je peux me permettre, bien sûr, hein, non loin de moi, encore une fois, l'idée d'émettre des suppositions qui ne sont pas pertinentes, mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose quand même de dormir sur un cimetière, sachant qu'on suppose qu'il y ait des ghouls dans le coin. Mais oui, l'appuya le sorceleur en descendant de son cheval. Ne paniquez pas, tous les nécropoles ne grouillent pas de monstres ou de spectres. Je ne suis jamais venu à Fencairn, mais si le coin était vraiment dangereux, j'en aurais entendu parler. C'est pas totalement faux non plus. Personne, pas même Feld Maréchal Duda, ne fit de commentaires. Les femmes de Cairn prirent leurs enfants avec elles et allèrent s'asseoir en groupe serré, silencieuses et visiblement apeurées. Percival et Jasquier attachèrent les chevaux à un endroit où l'herbe était touffue. Gérald, Zoltan et Milva se rapprochèrent du bord de la prairie, observant le petit cimetière noyé dans la brume et le crépuscule tombant. « Comble de malheur, c'est pile la pleine lune, » marmonna le nain. « Ça va être la fête des fantômes cette nuit, je le sens. Ils vont nous donner du fil à retordre, les démons. Et quelle est cette lumière qui vient du sud? Des lueurs d'incendie ?»« Exactement, » confirma le sorceleur. « Des chaumières ont de nouveau été livrées aux flammes. Tu sais quoi, Zoltan? Je me sens tout de même plus en sécurité ici, à Fencarn. Moi aussi, je me sentirai plus en sécurité, mais seulement quand le soleil se lèvera, si tant est que les ghouls nous permettent de revoir le jour. » Milva farfouilla dans sa besace et en sortit quelque chose de brillant. « Une pique en argent, expliqua-t-elle. Je l'avais mise de côté pour une occasion de ce genre. Elle m'a coûté 5 couronnes au bazar. Ça ira pour tuer une ghoul, sorceleur? Je ne pense pas qu'il y ait de ghouls par ici. » Tu as affirmé toi-même, gronda Zoltan, que le pendit sur le chêne avait été mordu par une goule. Et là où il y a un cimetière, il y a des ghouls. Pas toujours. Je te prends en mot, c'est toi le sorceleur, le spécialiste. Alors j'espère que tu nous défendras. Tu as gaillardement assommé les maraudeurs. Est-ce que les ghouls se battent mieux que les maraudeurs? Incomparablement mieux. Arrête de paniquer, je t'ai dit. Et pour les vampires, mon arc fera l'affaire? Milva vissa sa pointe sur la flèche et en vérifia le tranchant avec le bout de son pouce. Et pour une strigue, ça peut marcher. Des malédictions qui remontent à la nuit des temps sont gravées en rune ancienne sur mon cil, gronda Zoltan en dénudant son épée. Qu'une goule essaie seulement de voir ma lame de plus près, et elle s'en souviendra. Tenez, regardez. Ah, fit Jasquier qui, intéressé, s'était rapproché d'eux. Alors ce sont là les célèbres et secrètes runes des nains? Que signifie cette inscription? Les fils de chiens à la potence.
Quelque chose a bougé parmi les pierres, hurla soudain Perceval Schuttenbach. Une goule, une goule. Où ça? Là-bas, elle s'est cachée dans les roches. Une seule? J'en ai vu qu'une. Elle doit être sacrément affamée pour essayer de nous dépecer avant la tombée de la nuit. Le nain cracha dans ses paumes et saisit à pleine main le manche de son cil. Ah, elle va pas tarder à découvrir que la gourmandise peut être fatale. Mileva, plante-lui une flèche dans le cul, et moi, j'irai lui vider les entrailles. Je ne vois rien là-bas, souffla Mileva, la peine de sa flèche près de son menton. Pas même une herbe qui tremble entre les pieds. Tu es sûr que tu n'as pas rêvé, le gnome? En aucune façon, protesta Perceval. Vous voyez cette roche qui ressemble à une table renversée? C'est là que s'est cachée la goule, juste derrière. Restez ici. D'un bref mouvement, Gérald sortit son épée du fourreau placé derrière son dos. Veillez sur les femmes et faites attention aux chevaux. Si les goules venaient attaquer, les animaux deviendraient fous. Je vais tirer cette histoire au clair. Tu ne vas pas y aller seul, protesta violemment Zoltan. L'autre fois, près de la bâtie, je t'ai laissé agir seul parce que j'avais peur de la variole. Et de Vergonde, je n'ai pas pu dormir pendant 2 nuits de suite. Plus jamais je ne veux revivre ça. Percival, où vas-tu comme ça? En arrière? C'est toi qui prétends avoir vu une goule, alors maintenant, tu vas avancer en première ligne. N'aie pas peur, je te suis. Ils avancèrent prudemment entre les courganes, en s'efforçant de ne pas faire bruisser les mauvaises herbes. Elles arrivaient au-dessus du genou de Gérald et à la taille des nains et du gnome. Alors qu'ils approchaient du dolmen indiqué par Percival, ils se séparèrent de façon à bloquer toutes les issues que la goule aurait pu emprunter. Mais cette stratégie se révéla inutile. Gérald le savait d'avance. Son médaillon de sorceleur n'avait même pas vibré. Il n'avait émis aucun signal. Il n'y a personne ici, constata Zoltan en regardant autour de lui. Pas âme qui vive. Tu as bel et bien rêvé, Percival. Fausse alerte. Tu nous as causé une frayeur inutile. Tu mérites un bon coup de pied au cul. Je vous répète que je l'ai vue, s'emporta le gnome. Je l'ai vue sauter entre les pierres. Elle était maigre, noire comme un collecteur d'impôts. Tais-toi, gnome stupide, parce que je vais te... Quelle est cette odeur bizarre? Demanda soudain Gérald. Vous ne sentez pas? Et c'est toi qui pue, lol. À dire vrai, fit le nain en reniflant tel un braque. Ça pue bizarrement. Ça sent les herbes. Percival tendit son nez sensible, long de 2 pouces. Absinthe, basilic, sauge, anis, cannelle? Par quel diable? Que sentent les goules? Gérald, elles puent le cadavre. Le sorceleur regarda rapidement autour de lui en cherchant des traces parmi les herbes. Puis, en quelques pas rapides, il retourna vers le domaine creux et tapota légèrement le pied du plat de son épée. « Sors de là, dit-il en serrant les dents. Je sais que tu es là, d'une aire, sinon je m'enlance mon fer dans ta fente. » D'une cavité parfaitement masquée sous les pierres, un léger grincement se fit entendre. « Sors de là, répéta Gérald, on ne te fera rien. » Pas un seul cheveu ne tombera de ta tête, assura doucereusement Zoltan, en élevant son cil au-dessus de la fente et en roulant des yeux d'un air menaçant. « Sors sans crainte !» Gérald tourna la tête et, d'un geste décidé, lui intima de reculer. Du trou sous le dolmen, on entendit un nouveau grincement, et une forte odeur de plantes et de racines se répandit dans l'air. Quelques minutes plus tard, ils aperçurent une tête grise, puis un visage, doté d'un nez magnifiquement crochu, qui n'appartenait pas le moindre du monde à une goule, mais un homme svelte d'âge moyen. Percival n'avait pas tort. L'homme rappelait quelque peu un collecteur d'impôts. « Je peux sortir sans crainte ?» demanda-t-il, en levant sur Gérald des yeux noirs que surplombaient des sourcils grisonnants. « Tu peux. » L'homme s'extirpa du trou, secoua son habit noir protégé par une espèce de tablier et arrangea son sac de toile, libérant une nouvelle vague d'odeur de plantes. « Je vous propose de baisser vos armes, mes seigneurs, » déclara-t-il d'une voix tranquille, en promenant son regard sur les voyageurs qui faisaient cercle autour de lui. « Elles ne vous seront d'aucune utilité. Comme vous pouvez le constater, moi, je n'en porte pas. Je n'en porte jamais. Je n'ai rien non plus sur moi qu'on puisse raisonnablement qualifier de butin. Mon nom est Témiel Régis. Je suis originaire de Diligren. J'exerce le métier de barbier. » En réalité, observa Zoltan Chever en faisant une légère grimace, barbier, alchimiste ou herboriste, au nom d'une pipe, sans vouloir vous vexer, une forte odeur de pharmacie se dégage de votre personne.
Émile Régis afficha un étrange sourire, les lèvres serrées. Puis, il éleva ses mains en signe de pardon. « Votre odeur vous a trahi, messire Barbier », ajouta Gérald en remettant son épée dans son fourreau. « Aviez-vous des raisons particulières de vous cacher de nous ?» Des raisons particulières ? L'homme dirigea ses yeux noirs vers le sorceleur. « Non, plutôt d'ordre général. J'ai tout bonnement eu peur de vous. C'est dans l'air du temps. » Effectivement, approuva le nain en désignant du pouce les lueurs qui éclaircissaient le ciel. C'est dans l'air du temps. Je note que vous êtes un fugitif, tout comme nous. Il est curieux toutefois qu'ayant fui si loin de votre Gilligan natale, vous vous tairiez seul au milieu de ces Khorganes. Mais après tout, à chacun son destin, surtout quand les temps sont difficiles. Vous avez eu peur de nous avons eu peur de vous. On crie toujours le loup plus grand qu'il n'est. De mon côté, vous n'avez rien à craindre. L'homme qui s'était présenté sous le nom d'Émile Régis ne baissa pas le regard. J'espère pouvoir compter sur la réciproque. Et comment donc ? Zoltan eut un large sourire. Vous nous prenez pour des bandits ou quoi ? Nous sommes des fugitifs, tout comme vous, messire Barbier. Nous nous dirigeons vers la frontière de Témérie. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à nous. En groupe, on se sent plus fort et plus en sécurité qu'en solitaire. Et un apothicaire peut nous être utile. Nous avons des femmes et des enfants. Est-ce que parmi toutes vos scabieuses puantes, que je devine à l'odeur, vous transportez sur vous, vous en auriez une capable de soigner les pieds écorchés ? Je dois pouvoir trouver ça, dit le barbier à voix basse. Je serais ravi de vous aider. Pour ce qui est de voyager ensemble, je vous remercie de votre proposition, mais je ne suis pas un fugitif, mes seigneurs. Je ne me suis pas sauvé de Diligène à cause de la guerre. J'habite ici. Comment ça ? S'étonna le nain en fronçant les sourcils et en s'écartant d'un pas. Vous habitez ici ? Dans le cimetière ? Dans le cimetière ? Non, je possède une cabane pas loin d'ici, en plus de ma maison et de mon magasin à Dilligen, bien entendu. Mais tous les ans, je viens ici passer l'été, d'avril à septembre, de la Saint-Jean à l'équinoxe. Je récolte des plantes et des racines médicinales, j'en distille une partie sur place pour en faire des médicaments et des élixirs. Vous êtes pourtant au courant que la guerre fait rage, objecta Gérald. Malgré votre retraite solitaire, loin du monde et des hommes. C'était une affirmation, une question. Par qui avez-vous été informé ? Par des fugitifs qui traînaient dans le coin. À quelques 2 milles d'ici, près de la Cholta, se trouve un immense camp. Plusieurs centaines de fugitifs y sont rassemblés, des villageois de Bruges et de Sodène. Et les armées témériennes, s'enquit Zoltan, curieux. Elles ont bougé ? Je n'en sais rien à ce sujet. Le nain poussa un juron, puis jeta un regard en coin sur le barbier. Alors comme ça, Sieur Régiste, vous habitez par ici, dit-il en traînant la voix. Et la nuit, vous vous promenez au milieu des tombes. Vous n'avez pas peur ? De quoi devrais-je avoir peur ? Le sieur ici présent, répondit Zoltan en désignant Gérald, est un sorceleur. Il a vu récemment les traces d'une goule, un mangeur de cadavres, vous comprenez ? Et pas besoin d'être sorceleur pour savoir que les goules fréquentent les cimetières. Un sorceleur ? Clairement intéressé, le barbier observa Gérald. Un tueur de monstres. Eh bien, voilà qui est curieux. N'avez-vous pas expliqué à vos compagnons, sieur sorceleur, que cette nécropole datait de plus de 500 ans ? Les ghouls ne sont pas du tout du genre à faire la fine bouche, mais elles ne vont quand même pas jusqu'à ronger des vieux os de plusieurs siècles. Non, il n'y a pas de ghouls ici. Je ne suis absolument pas inquiet, déclara Zoltan Chivet en regardant autour de lui. Eh bien, messire l'apothicaire, permettez-moi de vous inviter dans notre campement. Vous n'oseriez pas dédaigner notre viande de cheval ? Régis le regarda lentement. Merci, répondit-il enfin. J'ai tout de même une meilleure idée. Je vous invite chez moi. À vrai dire, ma résidence d'été ressemble davantage à une masure qu'à une cabane, et de surcroît, elle est toute petite. Vous serez donc obligé de dormir à la belle étoile. Mais il y a une source près de la cabane, et une cheminée pour réchauffer la viande. Nous en profiterons bien volontiers, accepta le nain en s'inclinant. Il n'y a peut-être pas de ghouls par ici, mais la simple idée de passer la nuit dans ce cimetière ne m'inspire pas particulièrement. Venez, vous ferez connaissance du reste de notre compagnie. Alors qu'ils s'approchaient du campement, les chevaux s'ébrouèrent, martelant le sol de leurs sabots. Ne restez pas dans le sens du vent, messire Régis. Zoltan Chivet enveloppa l'apothicaire du regard éloquent. L'odeur de la sauge effraie les chevaux et, en ce qui me concerne,
J'ai honte de le reconnaître, mais j'associe toujours cette odeur à l'arracheur de dents. Alors on a peur du dentiste? On a peur de ce que le dentiste peut nous faire? Que c'est mignon pour un ainsi accompli. Hop. Gérald, grommela Zoltan aussitôt qu'Émile Régis eut disparu derrière la bâche qui protégeait l'entrée de sa bicoque. Gardons les yeux ouverts. Cet herboriste puant ne me dit rien qui vaille. Des raisons particulières? Je n'apprécie pas les gens qui passent l'été à proximité d'un cimetière, situé qui plus est loin de toute habitation. Les plantes ne poussent-elles donc pas dans les endroits plus agréables? Tout Régis qu'il est, il m'a tout l'air d'un pilleur de tombes. Les barbiers, les alchimistes et toute leur clique déterrent les cadavres dans les ossuaires pour divers excréments. Expérimentation. Mais pour de telles pratiques, on utilise des dépouilles fraîches. Ce cimetière est très ancien. C'est un fait. Le nain se gratta la barbe en regardant les femmes de Cairn préparer leur couchage sous les buissons de putiers qui poussaient tout autour de la cabane de l'apothicaire. Peut-être alors pille-t-il les tombes pour y chercher des richesses cachées. Tu n'as qu'à lui poser la question, dit Gérald en haussant les épaules. Tu as accepté son invitation sans la moindre hésitation et sans cérémonie. Et maintenant, subitement, tu deviens suspicieux comme une vieille fille à qui on fait des compliments. Fit Zoltan sans se laisser démonter. Tu n'as pas tort. Mais je jetterai volontiers un œil à l'intérieur de sa cahute, juste comme ça, pour être sûr. Suis-le, fait semblant de vouloir emprunter une fourchette. Pourquoi une fourchette? Et pourquoi pas? Ils n'ont rien à dire face à cette argumentation. Le nain scruta le sorceleur, longuement. Finalement, il se décida, et d'un pas alerte, se dirigea vers la cahute. Il frappa poliment sur le bâti et entra. Il resta de longues minutes à l'intérieur, puis réapparut soudain sur le pas de la porte. Gérald, Percival, Jasquier, permettez. Vous allez voir quelque chose d'intéressant. Allons, venez, pas de cérémonie. Messire Régis nous invite. L'intérieur de la cabane était sombre. Une odeur oppressante et enivrante saisit les visiteurs à la gorge dès qu'ils arrivèrent sur le seuil de la porte. Elle provenait des plantes et des racines dont les murs entiers étaient couverts. La pièce était meublée d'un simple grabat, jonché lui aussi de plantes, et d'une table bancale encombrée d'un nombre incalculable de petites bouteilles de verre, d'argile et de porcelaine. Ça sent pas bon quand même. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment avec tout ça. Une timide lumière était distillée par des braises qui se consumaient dans l'âtre d'un poêle bizarrement pensu, semblable à une clepsydre ventrue. À la manière d'une toile d'araignée, le poêle était cerné de tubes rutilants de différents diamètres en forme d'arceaux et de spirales. Un seau en bois était posé sous l'un des tubes et récoltait les gouttes qui s'en écoulaient. À la vue du poêle, Percival Schuttenbach écarquilla les yeux, ouvrit grand la bouche, poussa un soupir puis se rapprocha d'un bond. « Oh oh !» lança-t-il, incapable de cacher son enthousiasme. « Que vois-je? Un véritable athanor relié à un alambic, équipé d'une colonne de distillation et d'un refroidisseur en cuivre. Beau travail. Vous avez fabriqué ça vous-même, sieur Barbier ?»« Tout à fait, reconnut modestement Émile Régis. Je fabrique des élixirs, je dois donc distiller, extraire la quintessence, et aussi... » Il s'interrompit en voyant Zoltan Chivet happer une goutte qui tombait du tuyau et se léchait les doigts. Le nain poussa un soupir. Une expression d'indicible béatitude se dessina sur son visage cramoisi. Incapable de résister, Jasquier goûta à son tour et poussa un faible gémissement. La 5e essence, reconnaît-il en claquant la langue, voire la 6e ou même la 7e. Oui, le barbier sourit légèrement, je vous l'ai dit, le distillat. La gnôle, rectifia Zoltan avec insistance. Et quelle gnôle? Goûte, Perceval. Mais
Je ne m'y connais pas en chimie organique, moi, répliqua d'un air absent le gnome, qui, agenouillé, observait les détails du montage de poêles alchimiques. Ça m'étonnerait que je reconnaisse les composants. Le distillat provient de la racine de mandragore, autrement dit, l'olorune, précisa Régis pour dissiper les doutes, enrichi de belladone et fermenté dans du sucre. C'est-à-dire du mou? On peut aussi l'appeler comme ça. Serait-il possible d'avoir une timbale ou quelque chose? Zoltan Jaskier, vous êtes sourd ou quoi? Le sorceleur avait croisé ses mains sur sa poitrine. C'est de la mandragore. La samogon est faite avec de la mandragore. Laissez ce chaudron tranquille. Voyons, cher messire Gérald. L'alchimiste fouilla parmi les cornus et les flacons empoussiérés et en extirpa une petite éprouvette qu'il essuya religieusement dans un torchon. Il n'y a pas de quoi avoir peur. La mandragore, en réalité, a été séchée et les proportions prélevées ont été soigneusement mesurées. Pour une livre de sucre, je ne mets que 5 onces d'aleron et seulement une demi-drache de belladone. Il ne s'agit pas de ça. Zoltan jeta un regard au sorceleur, comprit en un clin d'œil, redevint sérieux, s'écarta prudemment du poêle. La question n'est pas de savoir combien de draches d'aleron vous versez, mais combien coûte cette drachme, cette boisson, est trop chère pour nous. Une mandragore, chuchota Jaskier étonné, en désignant un amas de bulles semblables à des petites betteraves à sucre qui étaient entassées dans un coin de la cahute. C'est une mandragore, une véritable mandragore. Une variété femelle, confirma l'alchimiste en hochant la tête. Elle pousse justement en abondance dans le cimetière, où il nous a été donné de faire connaissance. C'est aussi pour cette raison que je passe l'été ici. Le sorceleur relança un regard éloquent à Zoltan. En retour, le nain lui fit un clin d'œil. Régis ébaucha un semblant de sourire. « Je vous en prie, messieurs. Je vous en prie. Si cela vous hante, vous êtes conviés à la dégustation. J'apprécie votre tact, mais dans la situation présente, j'ai peu de chances d'apporter ces élixirs jusqu'à Diligen en pleine période de guerre. Tout cela aurait été perdu de toute façon. Par conséquent, ne parlons pas de prix. Pardonnez-moi, mais je n'ai qu'un seul récipient. » Ça suffira, mormonna Zoltan en prenant l'éprouvette et en puisant prudemment un peu de liquidité dans le baquet. À votre santé, sieur Régis. Wouhou! Je vous prie de m'excuser, dit le barbier en souriant de nouveau. Le distillat laisse beaucoup à désirer sans doute. C'est en principe un semi-produit. C'est le meilleur semi-produit que j'ai bu de ma vie, assura Zoltan en reprenant son souffle. Tiens, poète. Ah! Oh! Par ma mère, c'est exquis! Goûte, Gérald. Honneur à notre hôte. Le sorceleur s'inclina légèrement en direction d'Émiel Régis. Où sont tes bonnes manières, Jaskier? Je vous demanderai de m'excuser, messire, s'inclina à son tour l'alchimiste, mais je n'autorise aucun excitant. Ma santé n'est plus ce qu'elle était. Il m'a fallu renoncer à bien des plaisirs. Pas même une goutte? C'est un principe, expliqua calmement Régis. Je ne transgresse jamais les principes que je me suis fixés. J'admire et j'envie votre rigorisme. Ou alors il va les empoisonner, du coup c'est pour ça qu'il veut pas qu'il boire non plus lui, tu vois. Gérald but une gorgée. Il eut un instant d'hésitation et finalement siffla tout le contenu de l'éprouvette. Les larmes qui lui montèrent aux yeux l'empêchèrent quelque peu de se délecter pleinement de l'instant. Une chaleur vivifiante se répandit dans son estomac. « Je vais chercher Milva », proposa-t-il en tendant le récipient en main. « Ne vous enfilez pas tout avant notre retour. » Milva était assise, non loin des chevaux. Elle taquinait la petite fille aux taches de rousseur qu'elle avait transportée toute la journée sur son arçon. Quand elle fut mise au courant de l'hospitalité de Régis, elle haussa les épaules, mais ne se fit pas prier longtemps. Alors qu'ils entraient dans la cahute, ils trouvèrent la compagnie en plein examen du stock de racines de mandragore. « C'est la première fois que j'en vois, reconnut Jaskier, en retournant entre ses doigts un tubercule rhizomateux. Effectivement, il rappelle un peu un être humain. Déformé par un lumbago, constata Zoltan. Et cet autre, c'est le portrait craché d'une femme en cloque. Quant à celui-là, je m'excuse, mais on dirait bien 2 personnes en train de forniquer. Et toujours très classe. Régis, ah oui, le vampire converti, un grand ami de Gérald, non? On verra. Mais je sais pas, il m'inspire pas confiance. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas. Je le sens pas, le Régis.
Il est trop... Il est trop, voilà. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, qui me dérange dans sa façon d'être. Et de l'endroit dans lequel il vit et tout. En fait, je pense que c'est un dérangement général sur ce qu'il est. De mémoire, je crois. Mais c'est vrai qu'attends, maintenant que tu me le dis, dans les premiers livres, il y a l'ami vampire, mais je sais plus s'il s'appelle Régis. Putain, tu me mets un doute. Mais c'est possible que t'aies raison. Peut-être les gens de YouTube me confirmeront, ou s'il y a des gens dans le chat là qui se rappellent. Mais je crois que t'as peut-être raison, ouais. Que tu fais peut-être la remarque la plus pertinente qu'il y aura sur ce stream. Vous n'avez toujours qu'une seule chose en tête. Milva but bravement, cul sec, le contenu de l'éprouvette, puis elle toussa, très fort, dans son poing. Ah, qu'on me... Elle est sacrément costaud, cette gnôle. C'est vraiment fait avec du dévergoton? Ah, alors nous buvons un nectar magique. Ça n'arrive pas tous les jours. Merci, sieur Barbier. Mais tout le plaisir est pour moi. L'éprouvette passa de main en main, chaque nouvelle lampée avivant l'entrain des convives. Les plaisanteries fusaient et les langues se déliaient. La mandragore, d'après ce qu'on m'a raconté, est une plante dotée d'un grand pouvoir magique, déclara avec conviction Percival Schuttenbach. Et comment, confirma Jasquier. Puis il s'enfila une lampée, s'ébroua et se mit à causer. Peu de ballades ont été composées sur ce thème. Les magiciens utilisent la mandragore pour la fabrication de leur élixir, grâce auquel ils conservent une jeunesse éternelle. De plus, avec les racines, les magiciennes fabriquent une crème appelée Glamarie. Une magicienne qui s'est enduite de cette crème devient si belle et envoûtante que tous ceux qui la rencontrent ont les yeux qui leur sortent de la tête. Vous devez savoir également que la mandragore est un puissant aphrodisiaque et que l'on utilise dans la magie amoureuse, surtout pour vaincre la résistance des jeunes filles. Ouais, pour les violer quoi. Désolé d'être brut, hein, mais je fais la traduction des phrases belles de Jasquier quoi. C'est de là que vient le nom populaire de la mandragore, le dévergoton, soit l'herbe qui dévergonde les gotons. Merci Jasquier pour cette précision. Imbécile, répliqua Milva pour tout commentaire. Et moi, j'ai entendu dire, répliqua le gnome en sifflant le contenu du récipient, que lorsqu'on arrachait l'aileron de la terre, la plante pleurait et gémissait, comme un être vivant. Bref, fit Zoltan en puisant dans le seau, si elle se contentait de gémir, on raconte que la mandragore pousse des hurlements si affreux que quiconque l'entend peut en perdre l'esprit. On prétend aussi qu'elle déverse sortilèges et malédictions sur celui qui l'a déterrée. On peut le payer de sa vie. Alors pour payer de sa vie on ne sait pas, mais pour crier, Neville Londubat peut confirmer ce que ça fait une mandragore. On dirait que Londubat a mal mis ses cache-oreilles. Ça m'a tout l'air d'être des racontards de bonnes femmes. Milva lui prit l'éprouvette des mains, en but le contenu d'un trait et s'ébroua. Ce n'est pas possible qu'une plante possède autant de force. C'est la stricte vérité, lança fougueusement le nain, mais des barbiers avisés ont trouvé un moyen de se protéger contre ses pouvoirs. Quand on trouve une alrone, il faut arracher une longe autour de la racine, un chien à l'autre extrémité. Ou bien un porc, intervint le gnome, ou un porc sauvage, ajouta Jasquier, le plus sérieusement du monde. Cette conversation part en couille quand même. Tu es stupide, poète. Le fait est qu'il faut que ce soit le cabot ou le porc qui fasse sortir la mandragore de terre. Alors, les malédictions et les sorts tomberont sur la bête. L'herboriste, quant à lui, caché prudemment à distance dans les broussailles, s'en sortira vivant. Eh bien, sœur Régis, ai-je parlé avec raison? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La méthode est intéressante, reconnut l'alchimiste, un sourire énigmatique aux lèvres. Principalement de par son ingéniosité. Sa complexité extrême, en revanche, constitue un défaut majeur. En réalité, la seule longe, théoriquement, devrait suffire. Nul besoin d'un animal de trait. Je ne crois pas la mandragore capable de discerner si, à l'autre bout de la longe, trouve un homme ou un animal. Les sorts et les malédictions devraient en principe systématiquement tomber sur la corde, qui est tout de même moins onéreuse et donne moins bien de tracas qu'un chien, sans même parler d'un porc. Vous vous moquez? Jamais je n'oserais. Je l'ai dit, j'admire l'ingéniosité.
Vous êtes con, mais vous êtes créatif au moins, c'est ça que ça veut dire. Quoique la mandragore, en dépit de l'avis général, n'ait pas le pouvoir de proférer des sorts et des malédictions, elle est très toxique lorsqu'elle sort de terre, au point que même le sol autour de la racine est vénéneux. Si du jus frais venait à gicler sur un visage ou une main blessée, alors là, même la simple inhalation de vapeur peut avoir des conséquences fatales. Moi j'utilise un masque et des gants, ce qui ne signifie pas que j'ai quoi que ce soit à reprocher à la méthode de la longe. Le nain réfléchit. Et qu'en est-il du cri terrifiant qu'une alrone pousserait quand on l'arrache? C'est vrai ça? La mandragore ne possède pas de corde vocale, expliqua tranquillement l'alchimiste. C'est le cas de toutes les plantes, n'est-il pas? La toxine émanant des rhizones a tout de même un fort pouvoir hallucinogène. Les voix, les cris, les murmures et autres bruits ne sont rien d'autre que des hallucinations provoquées par le système nerveux infecté. C'est quand même beaucoup plus drôle avec Neville Londubat, je préfère ma version de l'histoire quand même. Ah, ça m'était totalement sorti de la tête. Un hoquet étouffé s'échappa des lèvres de Jasquier, qui s'enfilait une nouvelle lampée. La mandragore est fortement vénéneuse, et dire que j'en ai tenu une de ma main, et qu'on se peint à présent cette décoction sans aucune modération. N'est exclusivement toxique que l'alrone fraîche, le rassura Régis. La mienne est asséchée et préparée méticuleusement, et le distillat est filtré. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Bien sûr que non, confirma Zoltan. De l'agneau sera toujours de l'agneau. On peut en fabriquer aussi bien avec de la ciguë, des ronces, des écailles de poisson, que des vieux lacets. Fais passer, Jasquier, il y a de la queue. L'éprouvette circula de main en main. Tous s'étaient confortablement installés sur le sol entorchi. Le sorceleur soupira, poussa un juron, rectifia sa position car, au moment de s'asseoir, de nouveau une douleur avait traversé son genou. Il vit que Régis l'observait attentivement. Une blessure récente? Pas vraiment, mais ça lance. Aurais-tu des plantes capables de calmer la douleur? Tout dépend du genre de douleur dont tu souffres, répondit le barbier en souriant imperceptiblement. Et des causes. Ta sueur, sorceleur, exhale une odeur bizarre. As-tu été soigné par la magie? T'a-t-on donné des enzymes magiques ou des hormones? On m'a donné divers remèdes. Je n'aurais pas imaginé qu'on puisse encore déceler des traces dans ma sueur. Tu as un odorat sacrément sensible, Régis. À chacun ses qualités, pour contrebalancer ses défauts. Quelle affection t'a-t-on soigné par la magie? J'avais un bras et l'asiaphyse de l'os fémoral cassé. Ça remonte à combien de temps? Un peu plus d'1 mois. Et tu marches déjà? Incroyable! Ce sont les dryades de Brokilon qui t'ont soigné, n'est-ce pas? Comment as-tu deviné? Seules les dryades connaissent des remèdes capables de régénérer le tissu osseux aussi rapidement. Je vois des points noirs à la surface de tes mains, aux endroits où ont été introduits des racines de cognanelle et des pousses symbiotiques, ainsi que de la conduse pourpre. Seules les dryades savent se servir du cognanelle. Quant à la consude pourpre, elle ne pousse qu'à Brokilon. Bravo, une déduction parfaite. Une autre chose tout de même m'intrigue. Je me suis cassé l'os de la cuisse et de l'avant-bras. Or, je ressens une forte douleur dans le genou et le coude. Classique, dit le barbier en hochant la tête. La magie des dryades a régénéré tes os abîmés, mais elle a simultanément provoqué une petite révolution dans les souches nerveuses, un effet secondaire qui se manifeste le plus souvent dans les articulations. Qu'est-ce que tu peux me conseiller contre ça? Rien malheureusement. Tu vas pouvoir prévoir la pluie pendant encore un bon moment, je le crains. L'hiver, les douleurs redoublent d'intensité. Toutefois, je ne te recommanderai pas de médicaments anesthésiques, surtout pas de narcotiques. Tu es un sorceleur. Dans ton cas, c'est absolument contre-indiqué. Je vais donc me soigner avec ta mandragore. Le sorceleur siffla le contenu de l'éprouvette qui venait justement de lui tendre 1000 va. Et se mit à tousser au point d'en avoir les larmes aux yeux. Par la peste, ça va déjà mieux. Excusez-moi, je vous ai évité un toussement dans les oreilles très désagréable. Mais oui, bien sûr, Gérald. Continue de te pinter la gueule. Meilleure chose à faire, Gérald. Hop. Je ne suis pas certain que, ce faisant, tu soignes la bonne maladie, rétorqua Régis avec un sourire pincé. Je te rappelle qu'il faut soigner les causes et non pas les symptômes. Pas dans le cas de ce sorceleur, s'exclama Jasquier, qui avait écouté la conversation et était déjà quelque peu rougeau,
Dans son cas, l'agneau est tout ce qu'il y a de plus approprié pour soigner ses angoisses. Elle devrait te faire du bien toi aussi, répliqua Gérald en fixant le poète, surtout si elle rend ta langue pâteuse. Je ne compterai pas trop là-dessus, prévint le barbier en souriant de nouveau. Dans la composition de la préparation entre la belladone et aussi beaucoup d'alcoïdes, y compris de la scopopamine, avant que la mandragore fasse effet, vous m'aurez tous infailliblement offert un festival de faconde. Un festival de quoi demanda Percival. D'éloquence, pardon. Usons de mots plus simples, parce que vous êtes un peu con, du coup vous comprenez pas. Les lèvres de Gérald se tordirent en un semblant de sourire. C'est juste, dit-il. On peut facilement se mettre à faire des manières et utiliser au quotidien ce genre de vocabulaire. Les gens vous prennent alors pour un bouffon arrogant. Ou pour un alchimiste, ajouta Zoltan Chivet en retirant l'éprouvette du seau. Ou bien Pouffa Jasquier, pour un sorceleur qui se serait abreuvé de lecture pour pouvoir en imposer à une certaine magicienne. Les magiciennes, mes seigneurs, ne recherchent rien, tant que les fins conteurs. N'ai-je pas raison, Gérald? Alors, dis-nous quelque chose. Quitte la file, Jasquier, l'interrompit froidement le sorceleur. Les alcoïdes contenus dans cette gnôle agissent trop vite sur toi. Tu es devenu trop loquace. Tu devrais arrêter, Gérald, avec tous tes secrets, se fâcha Zoltan. Jasquier ne nous a pas appris grand-chose de nouveau. Tu n'y peux rien si tu es une légende vivante. Les histoires de tes aventures se jouent dans les théâtres de marionnettes, y compris ton histoire avec une magicienne du nom de Guinevere. Yennefer, rectifia mi-voix Régis. J'ai vu ce spectacle. L'histoire d'une chasse aux djinns, si ma mémoire ne me trompe pas. J'y assistais à cette chasse, se vanta Jasquier. Je ne vous raconte même pas comment on a rigolé. Raconte-leur donc, grogna Gérald en se levant. En buvant, en enjolivant bien les choses. Moi, je vais faire un tour. Eh, dis, grimaça le nain, il n'y a pas de quoi se vexer. Tu ne m'as pas compris, Zoltan. Je vais simplement soulager ma vessie. Que voulez-vous? Ça arrive même aux légendes vivantes. Et Gérald, la légende vivante, dis donc... Excuse-nous, Gérald, tu es trop famous. Il faisait nuit désormais, et un froid de tous les diables. Les chevaux trépignaient et renaclaient, des nuages de vapeur leur sortaient des naseaux. La masure du barbier, nimbée de la lumière de la lune, semblait tout droit sortie d'un conte. Une véritable maison de fée des bois. Le sorceleur reboutonna son pantalon. Milva sortit peu de temps après lui, se racla timidement la gorge. Leurs deux ombres se retrouvèrent côte à côte. « Pourquoi tardes-tu tant à rentrer » demanda-t-elle. « Tu es vraiment fâché contre eux ?» Non. Par quel diable restes-tu là, tout seul, au clair de lune? Je fais des calculs. Hein? Depuis que nous avons quitté Brokilon, 12 jours se sont écoulés. 12 jours au cours desquels nous avons parcouru quelques 60 000. D'après les rumeurs, Ciri serait à Nilfgaard, la capitale impériale, qui se trouve, selon mes pronostics prudents, environ 250 000 d'ici. Donc d'après un calcul simple, il résulte que jusqu'à ce rythme, j'atteindrai la capitale dans 1 an et 4 mois. Qu'est-ce que tu en dis? Rien. Milva haussa les épaules, se racla de nouveau la gorge. Je ne sais pas compter aussi bien que toi. Je suis une fille de la campagne, simple et stupide. Je ne suis pas une bonne compagne pour toi, ni une camarade avec laquelle tu peux discuter. Peux-tu donc pourquoi tout de suite faire ça? Ne parle pas ainsi. C'est pourtant vrai, répliqua-t-elle en se retournant brusquement. Pourquoi me fais-tu étalage de toutes ces distances? Pour que je te donne un conseil? Que je te réconforte? Que j'éloigne tes peurs? Que j'étouffe les regrets qui te tiraillent davantage que la douleur dans ta tiquille cassée? Je ne sais pas faire ça. Il te faut quelqu'un d'autre, celle dont a parlé Jasquier, intelligente, cultivée, amoureuse. Jasquier est une pipelette, bien sûr, mais il ne raconte pas que des bêtises. Rentrons, j'ai envie de boire encore. Milva? Quoi? Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu avais décidé de venir avec nous. Tu ne me l'as jamais demandé. Je le fais maintenant. Maintenant il est trop tard, je ne sais même plus moi-même. Bah super. Bravo, merci. Eh bien, vous voilà enfin. Zoltan était ravi de les voir de retour, sa voix était déjà passablement altérée. Et nous, figurez-vous, nous avons décidé que Régis ferait route avec nous. Vraiment? Le sorceleur regarda attentivement le barbier. À quoi devons-nous cette décision subite? Sir Zoltan, répondit Régis sans baisser le regard, m'a démontré que la guerre avait envahi les environs
de façon bien plus dramatique que les récits des fugitifs ne le laissaient supposer. Il est hors de question de faire marche arrière. Rester dans cet endroit désert ne me semble pas judicieux non plus, pas plus que de voyager en solitaire. Et nous, qui sommes pourtant de parfaits inconnus pour toi, nous avons l'air de gens avec qui on peut voyager en toute sécurité. Il t'a suffi d'un seul coup d'œil pour t'en rendre compte. De deux, pour être précis, rétorqua le barbier avec un léger sourire. Un sur les femmes dont vous prenez soin, un second sur leurs enfants. Zoltan eut un hoquet, puis racla le fond du broc avec l'éprouvette. Les apparences peuvent être trompeuses, dit-il d'un ton railleur. Peut-être avons-nous l'intention de vendre ces bonnes femmes en tant qu'esclaves. Percival, fais donc quelque chose avec cet appareil. Tourne un peu ce clapet pour voir. On veut boire, mais ça coule au compte-gouttes. Le refroidisseur ne marche pas. L'alcool sera chaud. Pas grave, la nuit est froide. L'agnole tiédasse aiguisa les conversations. Jasquier, Zoltan et Percival prirent des couleurs. Leurs voix s'altérèrent encore davantage. Quant aux poètes et aux gnomes, ils en étaient déjà au stade du baragouin. Les membres de la compagnie commençaient à avoir faim. Ils mâchouillaient leur viande de cheval froide et rongeaient des racines de réfort trouvées dans la cabane en pleurant, car le réfort était aussi coriace que l'agnole. Mais la discussion n'en était que plus enflammée. Régis eut soudain l'air étonné quand il s'avéra que le but final de leur pérégrination n'était pas l'enclave du massif de Maacan, le siège séculaire et rassurant des nains. Zoltan, qui s'était fait plus bavard encore que Jasquier, affirmait qu'il ne retournerait sous aucun prétexte à Maakam. Il laissa libre cours à son aversion pour l'ordre qui y régnait, et surtout pour la politique et la toute-puissance de Bourverhoug, le Staros de Maakam et de tous les clans de nains. Vieux champignon, brilla-t-il et cracha dans l'âtre du poêle. Quand tu le vois, pas moyen de savoir s'il est vivant ou empaillé. Il ne bouge quasiment jamais, et c'est pas plus mal vu qu'il pète à chaque mouvement qu'il fait. Pas moyen non plus de comprendre ce qu'il raconte. Sa moustache couverte de bords séchés s'en mêlant perpétuellement dans sa barbe. Mais il régit tout et tout le monde. Dès qu'il se met à jouer, tous les autres doivent se mettre à danser. Difficile de dire cependant que la politique menée par le Stratos Hog soit mauvaise, intervint Régis. C'est grâce à ces actes décisifs que les nains se sont emparés des elfes et ne luttent plus aux côtés de Squattel. Et grâce à cela, les massacres ont cessé et on a évité une expédition punitive sur Maakam. Se montrer conciliant dans les rapports avec les gens porte ses fruits. Putain de vérité, Zoltan vida le contenu de l'éprouvette. Dans l'affaire des écureuils, il n'était question d'aucune conciliation pour ce vieux croton. Seul lui importait le fait que beaucoup de jeunes lâcheraient leur travail dans les mines et les forges pour rejoindre les elfes et goûter à la liberté et aux aventures viriles. Quand ce phénomène prit des proportions problématiques, Bourverhoug entreprit de remettre ses merdeux dans le droit chemin. Il s'en fichait pas mal des humains tués par les écureuils et des campagnes de répression, dont vos célèbres massacres, qui du coup frappaient les nains. Il n'en avait alors rien à foutre des nains, et il en a toujours rien à foutre. Il considère ceux qui se sont installés en ville comme des renégats. Pour ce qui est des menaces d'expédition punitive sur Maakam, ne me faites pas rire mes chers. Il n'y a eu et il n'y aura aucune menace, parce qu'aucun roi n'oserait toucher ne serait-ce qu'un seul pouce de Maakam. Par ailleurs, même si Nilgard parvenait à dominer les vallées qui entourent le massif, il n'oserait pas s'attaquer à Maakam. Et vous savez pourquoi ? Je vais vous le dire, Maakam, c'est l'acier, et pas n'importe quel acier. À Maakam, il y a du charbon, de la magnétite, un gisement inépuisable. Partout ailleurs, ce ne sont que des campagnols. Et à Maakam, on a la technique. Percival vint mettre son grain de sel. La fonderie et la métallurgie. De grands fourneaux, pas de bas fourneaux merdiques, des marteaux d'eau, des marteaux à vapeur. Tiens Percival, enfile-toi ça. Zoltan tendit au gnome le récipient de nouveau rempli. Sinon, tu vas finir par nous ennuyer avec ta technique. Tout le monde est au courant, mais tout le monde ne sait pas que Maakam exporte son acier, dans les royaumes, mais aussi à Nilfgaard. Et si quelqu'un touche ne serait-ce qu'à un seul de nos cheveux, nous détruirons nos ateliers et nous inonderons nos mines. Et pendant ce temps, vous, les humains, vous vous battrez, mais avec des pieux en chaîne, des morceaux de silex et des mâchoires d'âne. Toi qui es soi-disant tellement remonté contre Bourverhoug et ce qui se passe à Maakam, fit remarquer le sorceleur, tu es pourtant soudain passé au nous. Mais bien entendu, prends l'argent. Prends l'argent.
Tu me fais trop peur. Mais merci beaucoup pour le resub, mais t'as déjà pris un resub la semaine dernière. Attends. Ah mais peut-être ça s'est joué une semaine du coup, parce que la semaine dernière c'était ton 4e mois. Mais écoute, hésite pas à revenir dans une semaine pour avoir ton 6e mois. Non mais du coup merci beaucoup à toi pour le soutien encore une fois et le 5e mois d'affilée. Merci énormément. Et plus qu'un mois avant d'obtenir le badge de Death Note à ton actif. Mais ouais, c'est vrai que t'es venu 2 semaines d'affilée et t'as pris 2 mois d'un coup, genre... assez improbable. Mais en tout cas, mets-toi bien, bienvenue à toi. T'inquiète BG, j'espère que mon live se passe bien. Et ben écoute, ça va, petite lecture tranquille, on arrive doucement là doucement vers la fin, mais comme d'habitude, petit live chill du dimanche qui fait toujours plaisir. Toi, j'espère que ta semaine s'est bien passée et que ça va bien aussi. Hop. Où en étions-nous avant que je fasse une crise cardiaque? Mais bien entendu, confirma le nain avec fougue, la solidarité, ça existe, non? J'avoue que je ne suis pas peu fier d'être plus malin que ces fanfarons d'elfes. C'est pas vous qui me direz le contraire. Durant plusieurs centaines d'années, les elfes ont fait semblant de vous ignorer, vous les humains. Ils regardaient en l'air, reniflant leurs fleurs, et sitôt qu'ils voyaient des humains, ils détournaient leurs yeux pinterlurés. Et quand ils se rendirent compte que cela ne donnait rien, ils se sont soudain réveillés et ont pris les armes. Ils ont décidé de tuer et de se faire tuer. Et nous les nains, nous nous sommes adaptés. Non, nous ne sommes pas soumis, ne croyez pas ça. C'est nous qui vous avez soumis, sur le plan économique. Pour dire la vérité, intervint Régis, l'adaptation est plus facile pour vous que pour les elfes. Les elfes ont besoin de leur terre, de leur territoire pour s'intégrer. Vous, il vous faut votre clan. Là où se trouve votre clan, se trouve votre patrie. Si même un roi à la vue particulièrement courte attaquerait Mahakam, vous pourrez inonder vos mines et vous installer ailleurs, sans regret, dans d'autres montagnes reculées, voire même dans des villes d'humains. Mais bien sûr, on peut vivre de manière tout à fait charmante dans vos villes. Même dans les ghettos, demanda Jasquier en reprenant son souffle après une lamplée de distillat. Et que reproches-tu au ghetto? Je préfère habiter parmi les miens. Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'intégration? Du moment qu'on nous permet d'aller à la guilde, Percival s'essuia le nez avec sa manche. Il finirait bien par nous laisser passer, dit le nain avec conviction. Et dans le cas contraire, nous ferions du sabotage ou bien nous créerons notre propre guilde. Une saine concurrence ferait la part des choses. On est tout de même plus en sécurité à Mahakam que dans les villes, fit remarquer Régis. Les villes peuvent être réduites en cendres à tout moment. Il serait plus raisonnable d'attendre la fin de la guerre dans les montagnes. Libre à chacun d'y aller s'il le veut. Zoltan plongea l'éprouvette dans le broc. La liberté m'est plus chère que la sécurité, et je ne pourrais la trouver à Mahakam. Vous n'imaginez pas à quoi ressemble le pouvoir du vieux. Il s'est attaqué récemment à la régulation des affaires sociales, comme il les appelle. Par exemple, peut-on ou non porter des bretelles? Faut-il manger la carpe en gelée, telle qu'elle, ou attendre que la gelée se décolle? Jouer de l'ocarina est-il conforme à notre tradition naine séculaire, ou est-ce signe de la funeste influence de la culture décadente et corrompue des humains? Au bout de combien d'années de travail peut-on déposer une demande d'affection de son épouse permanence? Avec quelle main doit-on se torcher? À quelle distance de la mine est-on autorisé à siffler? Et d'autres questions du même acabit, toutes d'une importance vitale. C'est vrai que ça, c'est les vraies questions. C'est les vraies questions que se pose le peuple. Et ils sont bien sympas au gouvernement à faire des grenelles sur l'islamo-gauchisme, mais à quand un Grenelle pour savoir avec quelle main on se torche le fion? Ça, c'est la vraie question qu'on n'ose pas poser. Les médias n'en parlent pas, les médias n'osent pas, mais c'est bien dommage qu'on ne s'empare pas de ce problème de société. Merci beaucoup en tout cas les nains de nous remettre ce débat qui nous faisait tant, qui nous manquait tant dans la société. Non les garçons, je ne retourne pas à la montagne Carbone. 14 ans au fond, si tant est que les grisous ne t'achèvent pas avant. Mais nous avons d'autres projets désormais. Hein, Percival? Nous sommes déjà assurés un avenir. Un avenir,
Le gnome but le contenu de l'éprouvette, se moucha et regarda le nain d'un regard quelque peu nébuleux. Ne vendons pas la peau de l'ours, Zoltan, car ils peuvent encore nous attraper, et alors notre avenir, ce sera la corde. Ou bien Drakenborg. Ferme ton clapet, grogna le nain en le regardant d'un air menaçant. Tu as trop parlé. Scopolapanine, marmonna Régis pour lui-même. Main droite ici. La team main droite, est-ce que la team main gauche se réveille dans le chat ou pas? L'autre débat après, c'est la team par l'avant ou par l'arrière. Qu'on ne lancera pas ce soir, mais voilà. En tout cas, team main droite aussi ici. Argument principal, parce que je suis droitier, tout simplement. Le gnome radotait, et Milva était morose. Zoltan, oubliant qu'il l'avait déjà raconté, répétait l'histoire de Hog, le vieux champignon, le Starrose de Mahakam. Gérald, oubliant qu'il avait déjà entendu cette histoire, écoutait de nouveau. Régis aussi prêtait l'oreille et ajoutait même ses commentaires, guère troublé d'être le seul encore sobre dans une compagnie déjà fortement éméchée. Jasquier pianotait sur son luth et chantait. Ce n'est point un mystère que certaines demoiselles sont belles à damner. Or, il est plus élevé, plus l'arbre est difficile à escalader. Imbécile, commenta Milva. Jasquier ne s'en émut pas. Chacun, toutefois, pour peu qu'il ne soit point nigaud, tant de l'arbre que de la demoiselle viendra à bout. Les saisir et les hacher menus, voilà comment il convient d'agir, afin que la montagne aisément il puisse franchir. Par l'avant, non mais alors, désolé pour YouTube, je me permets de prendre cette pause que jamais je ne pensais pouvoir prendre sur un stream lecture sur The Sorcerer. Mais une fois, il y a 2 ans, je suis allé sur un stream d'un streamer que j'aimais bien, et je sais pas pourquoi ils ont eu ce débat, et j'ai été choqué de savoir le nombre de gens qui faisaient partie de la team par l'avant pour faire ça. Et je trouvais ça juste choquant. Déjà, c'est pas pratique, premièrement, et c'est un peu chelou. Et oui, genre pourquoi? Vous êtes un peu chelou. Genre c'est plus logique de faire dans l'autre sens. Mais du coup, oui, pour répondre à ton interrogation, il y a pas mal de gens qui font partie de la team par l'avant. Alors je saurais pas te dire, il faudrait lancer un sondage actuellement pour le savoir. Mais il y a pas mal de gens qui font partie de la team par l'avant. Ce que je trouve assez choquant quand même. Un calice, marmottait Percival Schuttenbach, c'est-à-dire une coupe, taillée dans un morceau d'opale blanche. Tenez, grande comme ça, je l'ai trouvée sur le sommet de la montagne Monswald, incrustée de jade sur le côté et dont la base était en or. Une véritable merveille. Ne lui donnez plus de vodka, dit Zoltan Chivet. Attendez, intervint Jasquier, manifestement intrigué. Il bafouillait aussi quelque peu. Qu'est-il arrivé à cette coupe légendaire? Je l'ai échangée contre un mulet. J'avais besoin d'un mulet pour transporter mon chargement. Du corindon et du carbone cristallin. J'en avais tout un tas. J'avais donc un lourd chargement et sans mulet, rien à faire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette coupe? Du corridon? Du carbone? Eh bien, autrement dit dans votre langage, des rubis et des diamants. Très utiles. Je pense bien. Pour les forêts et les limes, pour les cueillir, j'en avais tout un tas. Tu entends, Gérald? Zoltan agita la main, et bien qu'il fût assis, ce simple geste fit le faire tomber par terre. Il est petit, l'alcool lui monte vite à la tête. Il rêve de montagnes de diamants. Prends garde, Percival. Ton rêve pourrait devenir réalité. Du moins, une partie, celle qui ne concerne pas les diamants. À bientôt, je file, merci. Merci à toi, Laurent, d'être passé en tout cas. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée, bonne semaine à venir et du coup, bonne fin de lecture sur YouTube. En tout cas, ouais, merci à toi d'être passé encore une fois et repose-toi bien, effectivement. À bientôt, oui. Peut-être la semaine prochaine si tu es là et sinon, à une prochaine fois. Des bisous. Hop. Pour les forêts et les limes, pour les cueillir, j'en avais tout un tas. Tu entends, Gérald? Zoltan agita la main, et bien qu'il fût assis,
Ce simple geste faillit le faire tomber par terre. Il est petit, l'alcool lui monte vite à la tête. Il a un rêve de montagne de diamants. Prends garde, Percival, ton rêve pourrait devenir réalité. Du moins, une partie, celle qui ne concerne pas les diamants. Les rêves, bafouilla de nouveau Jasquier. Et toi, Gérald, as-tu de nouveau rêvé de Ciri? Parce qu'il faut que tu saches, Régis, que Gérald fait des rêves prémonitoires. Ciri, c'est l'enfant surprise. Et Gérald est uni à elle par les liens de la destinée. C'est pour ça qu'il la voit en rêve. Bah vas-y, raconte-lui tout aussi. Il faut que tu saches que nous allons à Nilfgaard. Mais il est con quand même, Gérald. Pardon, Jasquier. Il faut que tu saches que nous allons à Nilfgaard pour reprendre notre Ciri à l'empereur Émir, qui l'a enlevé. Mais gare à lui, parce que nous, on va le reprendre avant qu'il ait eu le temps de dire ouf. Je vous en dirai volontiers plus, les gars, mais c'est un secret, un terrible secret, lourd et obscur. Personne ne doit être au courant, vous comprenez? Personne. Mais franchement, il devrait lui dire, genre il y a une guerre, qu'on appelle le mec, il fait salut. Salut, en fait, je vais aller chez l'empereur et je vais voler une fille chez lui et je vais me barrer. Je te le dis comme ça, si jamais t'es pote avec l'empereur, tu peux aller lui répéter. Bravo, Jasquier. Moi, je n'ai rien entendu, assura Zoltan en regardant le sorceleur avec imprudence. Je crois bien qu'un perce-oreille est entré dans mon oreille. C'est bestiole, c'est une véritable plaie, reconnut Régis en faisant mine de se gratter l'intérieur de l'oreille. Nous voyageons vers Nilfgaard. Afin de maintenir son équilibre, Jasquier avait pris appui sur le nain, ce qui se révéla être une grossière erreur. Le but de notre voyage est confidentiel. C'est comme je l'ai dit, un secret. Et un secret astucieusement gardé, en effet, constata le barbier, en hochant la tête et en jetant un coup d'œil à Gérald, devenu blanc de rage. En analysant la trajectoire que vous avez suivie jusqu'ici, même le plus soupçonneux des individus ne pouvait deviner le but de votre périple. Milva, qu'est-ce qui se passe? Ne m'adresse pas la parole, ivrogne stupide. Eh mais, elle pleure, regardez. Va au diable, je te dis. L'archère s'essuie les yeux. Ou bien je te frappe entre les deux yeux, rimailleur de mes deux. Zoltan, passe l'éprouvettes. Où est-ce qu'elle est passée, bourgneut le nain? Ah, la voilà. Merci, Barbier. Mais par le diable, où est donc Schuttenbach? Elle est sortie, ça fait un bout de temps. Jasquier, je te rappelle que tu as promis de nous raconter l'histoire de l'enfant surprise. Ça vient, Régis. Laisse-moi juste avaler une gorgée, et je te raconterai tout sur Ciri, le sorceleur, dans les moindres détails. Les fils de chiens, à la potence. La ferme, le nain. Tu vas réveiller les petits qui dorment dehors. Ne te mets pas en colère, l'archère. Tiens, bois un coup. Hé Jasquier parcourut la cabane d'un regard glauque. Si seulement la comtesse de Letanov pourrait me voir en ce moment. Qui? Peu importe. Bon sang, cette gnôle délie effectivement les langues. Gérald, je te resserre, Gérald. Fiche-lui la paix, dit Milva. Laisse-le rêver. Ah, surtout que si tu le réveilles, il va se rendre compte que t'es en train de tout balancer, il va peut-être avoir le seum, quoi. Donc je pense que c'est quand même mieux pour toi, Gérald, Jasquier, que Gérald ne se réveille pas. La grange, située au bout du village, frémissait des vibrations de la musique. La mélodie était parvenue aux oreilles des cavaliers, les submergeant d'excitation avant même qu'ils aient atteint les portes de la bâtisse en bois. Contre leur gré, ils commencèrent à se balancer sur leurs chevaux, allant au pas. Ils suivirent tout d'abord le rythme du grondement sourd du tambour et de la bassolia, puis celui de la mélodie déversée par la fièvre, la vielle et les fifres. La nuit était froide, la pleine lune brillait, la clarté qui filtrait à travers les fentes de la planche donnait à la grange des allures de château magique, tout droit sorti d'un conte de fées. Le tintamarre fusait à l'entrée de la resserre, et la lumière clignotait au passage des couples de danseurs. À l'instant où la bande des 7 franchit le seuil, les musiciens s'interrompirent, laissant échapper une fausse note qui se prolongea quelques secondes. Les villageois, en sueur d'avoir tant dansé, s'écartèrent, descendirent de l'estrade et se regroupèrent près des murs et des poteaux. Ciri? Le retour de Ciri, enfin. Ciri, qui marchait près de Misl, vit les yeux des jeunes filles se dilater sous l'effet de la frayeur. Elle remarqua les regards durs, hargneux, des hommes prêts à tout, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Elle percevait les murmures et les grondements croissants, plus forts que le bruissement discret des cornemuses, plus forts que les bourdonnements d'insectes, des violons et des goulis. Les rats, les bandits. Pas de panique, lança Gisler d'une voix forte, en jetant au musicien stupéfait une escarcelle chargée de pièces. Nous sommes venus nous amuser. Le festin est pour tous, n'est-ce pas? Où est la bière?
Kéligé agita sa bourse. Est-ce donc là votre sens de l'hospitalité? Et pourquoi est-ce aussi calme? Étincelle regarda autour d'elle. Nous venons des montagnes et nous avons chevauché jusqu'ici pour nous amuser, pas pour assister à un repas de funérailles. L'un des villageois surmonta enfin son indécision et s'approcha de Gisler, un récipient débordant de mousse à la main. Gisler le prit en gratifiant l'homme d'un salut, il but et remercia poliment selon l'usage. Quelques paysans poussèrent un cri enthousiaste, mais les autres restèrent silencieux. « Et toi » lança de nouveau Étincelle, « il me prend l'envie de danser, mais je vois qu'il faut d'abord vous secouer les puces. » Une lourde table, chargée de récipients d'argile, était placée le long du mur de la grange. Étincelle tapa dans ses mains, sauta habilement sur la table en chaîne. Les hommes s'empressèrent de ramasser les verres. Étincelle repoussa d'un vigoureux coup de pied ceux qui n'avaient pas été prompts. « Allons, messieurs les musiciens du dimanche, montrez-nous ce dont vous êtes capables. » Les poings sur les hanches, elle rejeta ses cheveux en arrière d'un mouvement de tête. « Musique !» Elle se mit rapidement à battre la mesure de ses talons. Le tambour suivit, accompagné de la vielle basse de la cheminée. La mélodie s'empara des flûteaux et des gouslis, et le rythme, devenu plus complexe, contraignit Étincelle à modifier ses pas et sa cadence. Tout en couleur, légère comme un papillon, la petite elfe s'adapta sans difficulté et se mit à virevolter. Les paysans commencèrent à taper des mains. « Falca » lança Étincelle, en faisant cligner ses yeux lourdement maquillés. « À l'épée, tu es rapide. Qu'en est-il de la danse? Peux-tu maintenir une telle cadence ?» Ciri se libéra de l'étreinte de Missel, dénoua le châle enroulé autour de son cou, ôta son béret et son gilet. D'un bond, elle se retrouva sur la table aux côtés de l'elfe. Les hommes poussèrent un cri enthousiaste. Le tambour et la vielle rugirent. Les cornemuses se mirent à chanter plaintivement. « Jouez les musiciens !» hurla Étincelle. « Plus fort et mettez-y plus d'entrain !» Les mains sur les hanches, l'elfe rejeta la tête en arrière et se mit à tournoyer. Ses talons heurtant la table au rythme d'un rapide staccato, Ciri, subjuguée, exécuta à son tour les pas de l'elfe. Celle-ci éclata de rire, fit un saut, changea de rythme. D'un brusque mouvement de tête, Ciri repoussa ses cheveux de son front, répéta les pas à la perfection. Toutes les deux dansaient en suivant la même cadence, la première semblant être le parfait reflet de l'autre. Les hommes hurlaient, applaudissaient en criant des bravos. Les gouslis et les violons unirent leurs voix en un chant aigu, dominant le bourdonnement austère de la vielle et les plaintes de la cornemuse. Toutes les deux dansaient, droites comme des lits, s'effleurant de leurs coudes, battant le rythme de fer de leurs talons. La table tressaillait, vibrait sous leurs pieds, la poussière virevoltait à la lueur des chandelles de suif et de flambeaux. Plus vite! Étincelle pressait les joueurs. Allez, d'une air! Ce n'était déjà plus de la musique, c'était du délire. Danse, Falca, laisse-toi aller. Talon, pointe. Entre chat et un pas en avant, un mouvement d'épaule, poing sur les hanches, talon. La table sursaute, la lumière ondoie, la foule ondoie, tout ondoie. La grange entière danse. La foule hurle, tout comme Gisler et As, Missel rit, tape des mains, tous tapent des mains et des pieds. La grange entière vibre, la terre tremble, le monde tremble. Le monde? Quel monde? Il n'y a plus de monde, il n'y a rien d'autre que la danse, et seulement la danse. Talon pointe, le coup d'étincelle, la fièvre. À présent, seuls jouent les violons, les flûteaux, les vielles et les cornemuses. L'homme au tambour se contente de lever et d'abaisser ses baguettes, tel un automate. Il est devenu inutile désormais, ce sont elles à présent, Étincelle et Ciri, qui donnent le rythme, leurs talons faisant grincer et vaciller la table, grincer et vaciller la grange entière. Elles ont le rythme dans le sang, elles sont la musique. Les cheveux sombres d'Étincelle dansent sur son front et ses épaules. Des cordes de la vielle s'élève un chant enfiévré, ardent, qui atteint les plus hauts sommets de la virtuosité. Le sang bat dans les tempes de Ciri. Abandon, oubli. Je suis Falca, j'ai toujours été Falca. Danse, Étincelle. Applaudis, Missel. Les violons et les flûteaux achèvent leur mélodie sur un accord aigu. Étincelle et Ciri concluent la fin de leur danse d'un claquement de talons simultané, bras dessus, bras dessous. Toutes les deux sont essoufflées, frémissantes, trempées de sueur. Elles se collent soudain l'une à l'autre, s'enlacent, unissant leur chaleur et leur bonheur. La grange explose en un grondement assourdissant. Des dizaines de mains applaudissent. « Falca, petite diablesse, dit Étincelle en soufflant. Quand on se sera lassé du brigandage, nous irons à travers le monde gagner notre vie comme danseuse. » Ciri aussi reprend son souffle.
Elle n'est pas en état de répondre quoi que ce soit. Elle se contente de rire de manière spasmodique. Une larme coule le long de sa joue. Soudain, un cri retentit dans la foule. Le trouble surgit. Kelleg bouscule violemment un puissant villageois qui le bouscule en retour. Enserrés par la foule, tous deux clopinent, agitent leurs poings levés. Riff bondit près d'eux, un stylet brille à la lumière des flambeaux. « Arrêtez !» s'écrie Étincelle d'une voix perçante. « Pas de bagarre, c'est la nuit de la danse. » L'elfe prend Ciri par la main. Toutes deux sautent à terre. « Jouez les violonneux, que ceux qui veulent montrer leur talent de danseur viennent avec nous. Alors, qui se montrera audacieux ?» La vieille gronde, monotone, bientôt rejointe par les plaintes des cornemuses, elle-même suivie du chant sauvage et aigu des gouslis. Les villageois rient, se rapprochent, surmontent leur hésitation. L'un d'eux, fort, les cheveux clairs, attrape Étincelle. Un autre, plus jeune et plus mince, s'agenouille hésitant devant Ciri. Celle-ci se rebiffe, relève la tête, puis sourit, en guise d'assentiment. Le jeune homme presse la main sur sa taille. Ciri place les siennes sur les épaules de son cavalier. Le contact la transperce comme un dard enflammé, la remplit d'un désir palpitant. D'une air, les musiciens. Les cris font trembler la grange, le rythme et la mélodie la font vibrer. Ciri danse. Au vampire ou au revenant, être mort ramenait la vie par le chaos. Alors qu'il a perdu sa première vie, le vampire met à profit sa seconde vie au cours de la nuit. Il sort de sa tombe à la lueur de la lune. Il ne peut agir que sous l'effet de ses rayons. Il attaque les adolescentes endormies ou les garçons de ferme dont il suce le sang sans les réveiller. Physiologus. Les paysans mangèrent de l'ail en abondance et, pour plus de sécurité encore, suspendirent des couronnes d'ail à leur cou. Certains, des femmes en particulier, se fourrèrent même des têtes d'ail entières partout où ils pouvaient. Ça doit faire mal. Je dis juste ça comme ça, mais ça doit faire mal. Le hameau entier empestait l'ail horrendum. Les Pecnos pensent alors qu'ils étaient à l'abri du danger, que le revenant ne pourrait rien leur faire. Grande fut leur stupéfaction quand, à la nuit tombée, arrivé en battant des ailes, le revenant n'y fut pas le moins du monde réveillé. Il se mit à rire, à grincer des dents de plaisir. « C'est bien que vous soyez ainsi apprêtés, siffla-t-il. Je vais vous dévorer sans plus attendre, car j'apprécie bien mieux la chair accommodée. Rajoutez donc encore du sel et du poivre, et n'oubliez pas non plus la moutarde. » Sylvester Bugardo, Liber Tenebratum, ou le livre des événements terribles mais véridiques, jamais expliqués par la science. La lune brille, le mort-vivant vole, faisant bruisser sa cape. N'as-tu pas peur, jeune demoiselle ? Chanson populaire. Et c'est sur cette citation de chanson populaire que se termine le chapitre 3, et du coup la lecture de cette semaine, avant que nous nous retrouvions semaine prochaine pour le chapitre 4.